C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Valérie Gasse. Bonsoir Roselyne. Et ensemble, nous recevons Éric Coquerel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Moi, je me bats pour les pauvres. Savez-vous qui a dit ça hier dans votre fief? Vous allez encore me parler de Zemmour? Gagné. Moi, je ne sais pas trop ce que veut dire Non, fief. ouais. Ouais, non, enfin, je crois comprendre, puisque j'ai vu que ça buzzait pas mal. Oui, non, mais je vous demande ça parce que d'abord, c'est chez vous, en Seine-Saint-Denis, à Drancy, donc dans votre fief, comme je le disais. C'est pas ma circonscription, c'est celle de Monsieur Lagarde. D'accord. Ben, Juste vous êtes député, voilà, oui, bien je sûr. précise. Voilà. Mais en fait, la question, c'est quand il dit « Moi, maintenant, je vais m'occuper des classes populaires, des pauvres, etc. » Maintenant qu'il a capté une partie de l'électorat de droite, il va chercher les classes populaires, donc il va chez vous, dans votre électorat. Il fait une mission un peu montée, très sincèrement. La manière, c'était avec un gros service d'ordre pour éviter quand même que la vraie population ne le rencontre, des gens choisis par casting, on ne sait pas trop comment, qui n'étaient pas d'ailleurs du département. Bon, c'est une émission fabriquée par CNews qui promeut le candidat Zemmour et monsieur Bolloré depuis maintenant des mois. Mais ce que je voulais dire, et après... C'est pas la vraie vie. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est de nature à vous inquiéter de dire que il va s'occuper des classes populaires? Ce qui m'inquiète, moi, ce qui n'est pas de nature, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a depuis 1 ou 2 ans une extrême droitisation du paysage politico-médiatique français dans lequel M. Zemmour prend une large part en recyclant des choses qui, il y a 20 ans, on entendait dans des arrière-fonds de salles clandestines dévolues à des organisations néo-nazies et qu'il nous donne aujourd'hui comme presque des éléments de discussion. Je prends par exemple le grand remplacement, d'accord ? Cette théorie au nom de laquelle un terroriste à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a attaqué 2 mosquées, faisant des dizaines de morts. Bon, c'est une théorie, c'est le démographe Lebras qui en parlait l'autre jour, qui, quand on la prend au sérieux, d'accord, c'est une théorie totalitaire. C'est-à-dire que ça consiste juste à expulser 8 millions de nos concitoyens. Donc ça, c'est des choses qu'on n'entendait jamais. Alors ça m'inquiète. Quand il dit « je vais m'occuper des pauvres », là, ce que j'espère, c'est qu'on va regarder son programme. Parce que son programme, M. Zemmour, c'est d'un côté du racisme pur et dur, et de l'autre côté, c'est le programme libéral de Reagan Thatcher. C'est encore plus libéral que Macron. Retraite à 64 ans, on n'augmente pas les salaires, etc. etc. Donc c'est tout, sauf le candidat pour les salariés et pour les pauvres. Donc ça ne m'inquiète pas trop, parce que moi, je pense que les gens vont s'en rendre compte et que... il va continuer à se disputer les voix de l'extrême droite et malheureusement de gens qui, à force d'entendre l'intoxication qu'on a, peuvent arriver à voter pour des gens comme ça avec Madame Le Pen, avec les Républicains, si jamais ceux-ci continuent malheureusement à partir dans cette voie-là. Mais je crois que ça s'arrêtera là. Oui, c'est trop. Monsieur Coquerel, vous ne vous dites pas, quand vous voyez ça, Roselyne le dit, maintenant il essaye d'élargir son champ d'action au-delà des thèses que certains décrivent comme racistes. Des thèses racistes, et même ça a d'ailleurs été jugé par des tribunaux. Je vous laisse porter ce moi, jugement, bien sûr, mais malgré tout, Jean-Luc Mélenchon avait fait le choix de débattre avec Éric Zemmour. C'est le seul politique qui a accepté ce débat. Et est-ce que vous ne vous dites pas, a posteriori, quand vous voyez que finalement il continue de grimper, que vous n'avez pas un peu aidé dans les sondages? Après ce débat, lui, il a grimpé, et Jean-Luc Mélenchon, pas. Alors, il y a plusieurs questions. Est-ce que ce n'est pas un coup raté sur le plan politique? Il y a plusieurs questions de ce que vous dites. D'abord, il n'y a pas besoin de Jean-Luc Mélenchon pour que Zemmour passe partout dans tous les médias. Oui, mais là, vous lui avez donné la stature d'un candidat, d'un adversaire respectable et avec lequel on va... Ça fait 1 an de plus en plus qu'on nous bassine avec Zemmour, qu'on le voit dans toutes les émissions politiques habituellement dévolues à des candidats. Donc, il n'y a pas eu besoin de nous pour qu'il répande la haine, la division et le racisme, premièrement. Deuxièmement, oui, à un moment donné, quand vous avez quelqu'un qui se présente comme ça, quand malheureusement aussi, vous me permettrez de le dire, beaucoup de journalistes ne font pas leur métier. Quand je dis faire le métier, c'est qu'un journaliste, il peut à un moment donné se rappeler qu'il défend des valeurs démocratiques, que quand il a en face de lui quelqu'un qui donne des fake news, je pense par exemple sur ces chiffres extravagants sur l'immigration, un journaliste, il peut quand même se documenter pour dire « Excusez-moi, M. Zemmour ». Jean-Luc Mélenchon était la Les journalistes ne le faisant pas, il a fallu... Attendez, laissez-moi... Si, écoutez l'émission. Jean-Luc Mélenchon a démonté point par point ses thèses. Et je vais vous dire une chose, là où il a réussi, c'est que moi, je vis dans des circonscriptions où il y a beaucoup de gens qui sont menacés par M. Zemmour, des Français, d'accord, qui
sont de religion musulmane ou supposée musulmane, de culture. Ouais. Et ces gens-là, ils nous ont remercié d'avoir mené cette émission. Parce que Zemmour, et là, je dois dire que, vu la promotion qu'on lui fait, je les comprends, leur fout la trouille. Et que quelqu'un, à un moment donné, s'affronte à Zemmour, démonte ses arguments, eh bien, je pense que c'est de salubrité publique et ça a été vécu comme ça. C'est vrai que les gens ont regardé ce débat, Zemmour-Mélenchon, parce que c'est deux hommes, dans le fond, qui racontent un récit. Vous savez, François Mitterrand disait que les Français élisent celui qui raconte une histoire à condition d'être légitime à le faire. Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est légitime à raconter une histoire? Et laquelle? Parce que Zemmour, il raconte une histoire. Oui. On peut, voilà. Raconte une histoire. Libre à chacun de trouver si elle est nauséabonde ou... Non, mais c'est pas seulement, c'est voilà. un fantasme. Je veux dire, n'importe quel historien sérieux écoute M. Zemmour, Oui. puisant ses racines d'une Alors. France qui n'a jamais existé, dans lesquelles il n'y aurait pas eu d'arrivée régulière de population venant d'ailleurs, ce qui a été la construction de notre pays. Donc la construction de M. Zemmour est quelque chose qui n'est que fable. On pourrait dire aussi que Jean-Luc Mauvaise Mélenchon adore Robespierre. Mais attendez, C'est aussi un personnage ça n'a aucun contestable. rapport. Ça n'a aucun rapport. Donner des éléments... Non, ça n'a aucun rapport. Quand vous fantasmez sur la population française en lui imaginant des racines quasiment pures, d'accord, Oui, qui non, est tout à fait dans la tradition raciste inventée pour justifier l'esclavage et la colonisation, quand vous faites ça, c'est pas que vous avez un avis sur le rôle et le positionnement de tel ou tel personnage politique, c'est que vous inventez une France qui n'existe pas, qui est la France de Pétain, qui est la France de Vichy, qui est une France... Le fait qu'il ait de l'audience, malgré une certaine partie des gens l'écoutent, les sondages, on en pense qu'on en veut, mais montrent qu'il y a des gens qui l'écoutent. Qu'est-ce que ça dit justement de l'état des Français, de l'écoute qu'ils ont sur ces thèses-là qui vous paraissent... Ça dit une chose, c'est que je pense qu'on est dans une période où les gens sont considérablement paumés. On a une politique qui est menée, qui, d'un point de vue économique, nourrit sans arrêt les mêmes, c'est-à-dire les plus riches, qui détruit l'État dans ce qu'il a comme moyen de mécanisme de solidarité pour la santé, etc. Et en plus de ça, où on a été, depuis une vingtaine d'années, bouleversé idéologiquement. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle la gauche, M. Hollande et autres, ont fait finalement la même politique libérale. Donc les gens ont beaucoup de mal à avoir confiance en ça. Et ça remonte assez loin. Ça remonte par exemple lors du traité conciliaire européen, quand la majorité des Français a voté contre ce traité et que la majorité des partis à l'époque institutionnels ont décidé de leur imposer de force. Donc c'est vrai qu'il y a un écart comme ça qui s'est produit. Et quand vous décidez, comme M. Macron l'a fait, parce que tout ça a une origine, je vous le rappelle, début 2020, M. Macron dit on va mettre les débats du pays réel. Il fait référence à Maurras, qu'il a d'ailleurs, dont plus tard il a vanté les mérites. Il parle du pays légal, pays réel, et il dit on va parler d'immigration, on va parler sécurité, on va parler identité. C'est ce qu'on a fait pendant un an avec des lois à l'Assemblée qui ont saturé le débat public. Donc ne vous étonnez pas après que des gens comme M. Zemmour en profitent et que du coup, à force de le dire aux Français, certains, finalement, malheureusement, cette campagne, finissent par l'écouter. Éric Coquerel, le timing, le tempo est donné à la fois par un Éric Zemmour et par Emmanuel Macron, qui multiplient les annonces. Et c'est deux personnes qui ne sont pas vraiment candidats. Et les autres, on a l'impression qu'ils ont du mal, à exister dans ce débat politique qui est entre un président qui n'est pas candidat et un polémiste qui ne l'est pas non plus. J'entends. Je pense que c'est une construction très médiatique. Alors déjà vous avez raison de dire une chose. Les médias Monsieur Macron fait campagne, et d'accord. Et je trouve qu'on devrait peut-être compter dans les comptes de campagne certains déplacements qu'il est en train de faire. Mais ça, c'est une vieille controverse. C'est une vieille, mais lui, il est en train de l'utiliser de manière très forte. Mais au-delà de ça, moi, je ne sens pas dans le pays ce que vous dites. Je ne sens pas dans le pays l'idée qu'il n'y aurait plus que deux débats, finalement. L'extrême centre libéral contre l'extrême droite raciste. Non, mais est-ce qu'il y aurait, pardon Valérie, mais est-ce qu'il y aurait la réconciliation, ceux qui sont du côté de la réconciliation et ceux qui sont du côté de la radicalisation? Non, je ne crois pas que ça soit la césure. Vous pensez que ce n'est pas les deux lignes de fracture aujourd'hui? Par exemple, je vous en donne une autre. Il y a une ligne de fracture aujourd'hui qui est qu'est-ce qu'on fait comme politique économique? Est-ce qu'on continue à faire une politique libérale où on avantage des riches, où sans arrêt on tape sur le monde du travail? Et de ce point de vue-là, M. Macron et M. Zemmour sont dans le même camp. Ils ont un programme économique qui se ressemble, vous voyez. Donc, oui, mais alors, c'est ce que disait Véronique. Vous estimez qu'Éric Zemmour a un programme économique? Il a un programme très libéral. Ouais, je ne sais pas si vous pouvez appeler ça programme, mais quand vous dites il faut rallonger l'âge de la retraite, il est finalement comme aujourd'hui En Marche et la droite d'ailleurs qui disent à peu près la même chose. Quand il dit n'augmentons surtout pas les salaires
quand il dit ne réduisons pas le temps de travail, quand il dit l'État est trop, il y a trop de fonctionnaires, etc. Tout un discours libéral. Bah oui, j'entends des choses qu'on entend depuis une vingtaine d'années. De ce point de vue-là, il n'a rien d'original. Je vous dis, c'est Reagan et Alors, Thatcher. vous dites rien d'original, mais Macron a une bonne cote de popularité quand même. Parce que si on fait le bilan quand même du quinquennat, on arrive à la fin de son quinquennat, il a plutôt une bonne cote, Peut-être. une bonne cote d'opinion, Peut-être. en tout cas, Peut-être. peut-être. Je dis Zemmour, peut-être parce que moi, je le vois en pas 2 autour de mois, moi. Enfin, bon. avec tout ce qu'il a sorti, quand même, il est passé de 5 points à 16. Et la France insoumise, qui ne change pas d'avis, qui dit toujours on connaît votre point de vue, vous bougez Il y a pas. un programme, vous remarquerez. Vous bougez pas, ou Il y a alors un programme construit qu'il présente, Jean-Luc Mélenchon. oui, mais vous a ne proposé progressez notre programme pas. L'Avenir en commun. Et parfois, vous pouvez involuer dans certains sondages. Eh bien oui, peut-être que déjà, il y a une première chose, c'est que vous remarquerez que... Donc êtes-vous en adéquation avec Dans l'opinion? toutes les études d'opinion, là je parle des études d'opinion sur plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont construites, on s'aperçoit que le souci numéro 1 des Français, c'est le pouvoir d'achat, les questions d'inégalité sociale, les questions environnementales, et que toutes les questions avec lesquelles on nous bassine depuis un an et qui permettent à M. Zemmour de progresser, questions ultra sécuritaires sous fond de faits divers, les questions de religion, tout ça, c'est loin derrière. Peut-être que si on était, nous, invités un peu plus souvent, par exemple, pour nous dire « Ah tiens, comment expliquez-vous que que les salaires, par exemple, des fonctionnaires n'augmentent pas depuis des années, ce qui fait quand même qu'on a, en termes de pouvoir d'achat, de vrais problèmes. Comment expliquez-vous Il y a Anne Hidalgo Comment qui le expliquez-vous que la pauvreté explose dans ce pays, alors que les plus riches se gavent de ça, c'est pour le monde entier. Ça, et peut-être, mais ça, c'est pas les débats. Ça, c'est les débats sur lesquels nous avons des réponses très différentes de M. Macron ou de M. Zemmour, avec la planification écologique, avec le partage des richesses, avec la 6ème République. Par exemple, au niveau de la politique internationale, avec une vision indépendantiste qui implique la sortie de l'OTAN. Combien de fois sommes-nous invités à débattre de ça? Quand on nous invite la plupart du temps, et là encore, on demande de réagir à ce que M. Zemmour fait en Seine-Saint-Denis, dans une émission fabriquée par CNews. Entendez que c'est pas si évident, à partir de là, de montrer qu'on a un programme sérieux qui peut gouverner le pays. Pour parler du fond et de votre système. programme, là, il y a un rapport qui a été présenté par RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, qui parle de comment décarboner l'énergie à horizon 2050. Vous avez un programme, en fait, sur ces questions-là, plus écolo que les écolos, quasiment. Parce que j'ai vu que M. Jadot veut garder les EPR. Voilà, vous voulez sortir du nucléaire totalement en 2050. Est-ce que c'est réalisable? Et est-ce que ça va pas coûter très cher et demander... C'est ce que dit le rapport. Ouais. Voilà. Excellente question. Donc, est-ce qu'on peut aller là-dedans sans augmenter les prix de l'électricité et donc faire payer les Français? Alors, il y a eu 2 rapports qui sont sortis quasiment en même temps. Les rapports de RTE, qui a un énorme avantage, c'est que pour la première fois, à ma connaissance, il y a un scénario 100% énergie renouvelable qui est présenté, qui est mis sur la table comme réaliste par RTE. Oui, mais avec ça, on n'arrive pas à la neutralité carbone en 2050. C'est écrit. Non, enfin, il présente possiblement, il dit simplement que ça coûterait plus cher. Il présente plus de scénarios. Déjà, je considère c'est le mix énergétique. Je considère ça comme un acquis. Je vais y venir. Je considère ça comme un acquis. Ensuite, il y a le scénario négawatt, d'accord, dans lequel nous nous inscrivons et qui explique que pour 2045, il est possible pour 2045 de sortir du nucléaire, d'aller vers une société de la sobriété, de l'efficacité énergétique et du 100% renouvelable, le budget, qui explique par exemple qu'il faut passer à 800 000 bâtiments isolés de manière thermique par an au lieu des 30 000 actuels, qui donne un certain nombre de choses. C'est possible, mais ça coûte cher. Et donc, alors, ça coûte cher, peut-être ça coûte cher sur le moment, mais si moi je regarde la question climatique de réchauffement de la planète, d'une part, et de l'autre côté, le fait que les accidents nucléaires, on en parle de manière théorique jusqu'au jour où ils arrivent. Et que moi, je veux bien qu'on m'explique, ce n'est pas, par exemple, ce que disent les organismes qui sont chargés de contrôler le nucléaire, que jamais ça n'arrivera en France. Parce que si ça arrive un jour en France, on trouvera que tout ça ne coûtera pas cher. Et on sait que ça arrivera un jour. Donc, une option, attendez, laissez-moi finir, une option de 100% renouvelable, par exemple, vous allez le comprendre, 800 000 bâtiments rénovés thermiquement par an, plus le fait de mettre le paquet sur l'énergie renouvelable, l'inverse de ce que fait le gouvernement, c'est des centaines de milliers d'emplois créés. Et des centaines de milliers d'emplois créés. Et oui, sauf que nous pensons que le nucléaire, aujourd'hui, est une énergie qui pose des problèmes de sécurité. Voilà, nous le disons, nous l'assumons. De Fukushima, il me semble que les choses ont été assez évidentes. Je vous rappelle qu'il y a eu 2 accidents de niveau 4 sur une échelle de 7
en France depuis plusieurs années et qu'un jour, ça arrivera. Donc, à partir de Donc là, c'est dangereux, on préfère... la politique que veut mettre en œuvre Emmanuel oui. Macron, pour vous, elle est dangereuse. Alors très clairement, parce que alors, lui, il est carrément en train de retourner en arrière. Il nous annonce qu'il va relancer la filière EPR, enfin c'est plus ou moins implicite. Bon, il nous annonce des small centrales qui n'auront que Les petits réacteurs, oui, mais nouvelle génération qui de poseront les mêmes réacteurs problèmes en termes de retraitement des déchets dont on ne sait pas quoi faire au bout de pendant 100 000 ans, au niveau de la surveillance de ces centrales, puisqu'on éparpille le risque. Donc je trouve que tout ça est beaucoup de choses par rapport à un coût qui n'est pas très supérieur à celui de la sobriété et de l'énergie renouvelable, notamment parce que le nucléaire est toujours plus cher que ce qu'on annonce. Je vous rappelle que les EPR, c'était prévu à 3 milliards et que c'est atteint 19 milliards. Éric Coquerel, une question. Marine Le Pen est allée voir aujourd'hui Viktor Orban en Hongrie. Ça fait partie du chemin d'un candidat à la présidentielle, en tout cas la stature d'aller voir quelqu'un à l'étranger. Jean-Luc Mélenchon aimerait idéalement aller voir qui? Mais là, il est en Guyane en ce moment. Oui. C'est la France. Oui, c'est la France, mais oui. Sauf que c'est une région, c'est un territoire français qui a la plus grande surface terrestre avec un autre pays dans le monde. Le Brésil. Le Brésil. Et que donc, quand vous allez, non seulement en Guyane, ou comme il a été à La Réunion il n'y a pas longtemps, non seulement vous allez dans des territoires où je vous le rappelle, c'est les seuls territoires où la gauche a gagné des régions. C'est une gauche qui se réclamait de nous. Donc déjà, vous ne répondez pas du tout à ma question. Si, je vais vous répondre. Deuxièmement, je pense qu'il y a une dimension internationale quand vous allez dans des territoires de ce type qui non seulement nous permettent d'être le pays qui a la deuxième surface maritime au monde, mais qui en plus a, par exemple, pour l'Amérique latine, des liens avec l'Amérique latine absolument importants. Et donc, c'est aussi une certaine vision internationale que nous projetons dans un voyage comme ça. Vous voyez, ça me paraît plus important que d'aller voir M. Orban en Hongrie. Ou M. Poutine, par exemple, est-ce que ce serait une Pourquoi pas? Je veux dire, Jean-Luc a toujours fait des voyages, mais là, je vous répondais, je vous donnais la question. Simplement, quand il fait des voyages à l'étranger, il en a fait un il n'y a pas très longtemps en Afrique, au Burkina Faso. Là, en général, là non plus, on ne nous en parle pas en permanence pour nous demander quelle vision il y a. Écoutez, qu'il vienne sur France 24 et il nous expliquera sa vision internationale des choses. Merci beaucoup. Merci Valérie et merci à Charlotte Urien Tomaca. Merci, à très vite et à toute l'équipe technique.